Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup Urban Institute de son invitation. Donc, je suis délégué général de l'association France Ville Durable qui réunit des parties prenantes professionnelles, publiques et privées de la ville durable, réunies en 4 collèges. L'État, qui est présent à travers 4 ministères, un certain nombre de ses agences et de ses opérateurs, des collectivités locales et certaines de leurs fédérations. L'association est présidée par Patrice Vigrit, le maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque, des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité et des experts, et qui vise à repérer et rediffuser le plus largement possible les meilleurs outils, méthodes, pratiques, réalisations sorties de terre qui permettent d'accélérer la transition écologique et sociale des territoires. L'ensemble de ces acteurs, récemment, ont mené un travail de redéfinition de ce qu'on entendait par fondamentaux de ville durable, par la ville durable. Vous savez que ce vocable est devenu très large et qu'il y a beaucoup de choses durables, présentées comme telles en tout cas, qui ne le sont pas vraiment. Et un manifeste a été rédigé, je vous invite à le consulter sur le site de l'association, il fait 4 pages et il résume les fondamentaux de la ville durable aujourd'hui en 4 piliers. La sobriété, qui va être l'objet de mon intervention aujourd'hui, concevoir enfin le développement de nos activités dans le cadre des limites physiques de la planète, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'ici et qui est probablement le plus grand challenge qu'on ait aujourd'hui. L'inclusion sociale et démocratique, la résilience, on vient d'en parler, c'est-à-dire une vision plus holistique des enjeux et plus systémique des solutions. Et la créativité, parce que pour arriver à faire bifurquer nos trajectoires territoriales et économiques, il va falloir mobiliser beaucoup d'intelligence collective, d'innovation et d'innovation pas que technologique. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors la sobriété, pourquoi ? On peut prendre simplement ce fameux jour du dépassement que tout le monde connaît. Cette année 2021, le 29 juillet, l'humanité a consommé plus de ressources que la Terre ne peut en reconstituer en un an. Et on voit que depuis 1970, notre développement économique s'est accompagné d'un rapprochement de cette date. En France, c'est le 7 mai. Au Qatar, c'est en février. En Indonésie, on est toujours en décembre. On voit aussi les inégalités sur la production de gaz à effet de serre et sur les besoins de sobriété qui vont être très différents en fonction qu'on est dans un pays de l'OCDE ou pas. Mais d'où ça vient ? Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là ? De plus en plus, dans les milieux scientifiques notamment, on revient sur les travaux de l'économie classique et Jean-Baptiste Dessay, qui avait érigé cette doctrine à l'époque, selon laquelle les ressources naturelles sont gratuites et inépuisables. Donc forcément, on peut y aller, on peut consommer, faire du développement économique. À l'époque, on ne pouvait pas savoir que ça n'était pas vrai, sauf qu'aujourd'hui, on sait que ça n'est pas vrai. Néanmoins, l'économie néoclassique et l'économie mondiale aujourd'hui continuent toujours à fonctionner selon ce paradigme, qui est qu'on ne chiffre pas, on ne donne pas de coût à l'extraction des ressources naturelles, ni à ce qu'on appelle les externalités négatives, la destruction des écosystèmes, etc. Une ressource permet d'illustrer ça, c'est la ressource énergétique. Enjeu principal, majeur, c'est pas le seul, mais c'est un enjeu majeur. On voit à quel point on a considéré qu'elles étaient gratuites et inépuisables depuis quelques années. Et on a souvent tendance à présenter la façon de rendre nos villes adaptées, durables, compatibles avec les enjeux de l'Anthropocène en disant qu'il suffira de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. C'est-à-dire remplacer à l'échelle mondiale ce qui est sur ce graphe noir, rouge et jaune par le petit bleu qui est tout au-dessus. Évidemment, on n'est pas à l'échelle, on n'y arrivera pas dans le pas de temps, en tout cas, qui nous est donné, a fortiori, puisque la demande en consommation nouvelle d'énergie au niveau mondial augmente plus vite que notre capacité à créer de l'énergie renouvelable. Donc le tout premier enjeu au niveau énergétique, mais c'est valable pour l'ensemble des enjeux, ça n'est pas l'efficience, ça n'est pas le verdissement de la production, c'est la baisse de la consommation. C'est ça la sobriété qui doit s'imposer aujourd'hui à nos stratégies, à nos indicateurs territoriaux. Alors, une bonne façon de représenter le besoin de sobriété, c'est de se dire, pour une habitante ou un habitant, en 2050, si on respecte les obligations réglementaires, pas des obligations, la SNBC ou l'accord de Paris, chaque habitante ou chaque habitant sur la planète aura un crédit de 2 tonnes de carbone par an. Si on compte la compensation naturelle des océans et des forêts, pour autant qu'elle fonctionne encore, car on voit aussi là des tendances assez inquiétantes en la matière. Donc c'est quoi 2 tonnes sur une année ? C'est 8000 km en voiture, 35 mètres carrés chauffés au fioul, moins de 5 mètres carrés de construction d'un appartement ou d'une maison neuve, moins d'un repas par jour avec du bœuf.
Mais ça n'est évidemment pas cumulatif, hein, c'est l'un ou l'autre. Donc si vous choisissez de manger du bœuf tous les jours, vous avez épuisé la totalité de vos droits à carbone pour vous déplacer, vous loger, vous vêtir, vous chauffer, etc., etc. Donc ce qui est important, c'est de concevoir la ville de 2050 durable, non pas comme une ville d'aujourd'hui Verdi, mais comme un nouveau projet de société qui intègre le fait qu'on n'a probablement pas suffisamment été sobre jusqu'ici. Ce donut qu'on francise en appelant le Paris-Brest, j'aimerais bien d'ailleurs, Vincent, y travailler avec vous, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de membres de notre association travaillent sur la déclinaison de ce donut en indicateurs opérationnels pour des stratégies d'entreprise, pour des stratégies de territoire, c'est-à-dire comment arrive-t-on à concevoir nos activités humaines, économiques, entre un plancher social et un plafond environnemental qui permettent de respecter non seulement la limite planétaire climatique, mais les 8 autres qui ont été définies et qui conditionnent elles aussi l'habitabilité de la Terre à horizon, pour certaines régions, quand ma fille de 10 ans a mon âge. Donc évidemment, on ne parle plus des générations futures. Ça fait bien longtemps qu'on ne parle plus des générations futures. Le climat, c'est central, mais il n'y a pas que ça. L'acidification des océans, le grand cycle de l'eau, la déforestation et le changement, l'artificialisation des sols, les pollutions chimiques sont autant de phénomènes engendrés par l'activité humaine qui conditionnent l'habitabilité de la planète pour l'humanité. Alors qu'est-ce qu'on dit à nos enfants de 10 ans sur la ville de demain ? C'est quoi la ville durable de demain ? C'est la ville de Jeff Bezos, dont l'entreprise produit à elle seule plus de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Portugal et qui a prévu pour lui et les siens finalement un avenir durable dans l'espace parce qu'il a tout à fait compris que la Terre ne serait plus habitable bientôt. Ou c'est par exemple l'écoquartier des Noé, Val de Reuil, qui est un écoquartier qui a été basé sur les concepts de frugalité et de sobriété qui coche toutes les cases des limites planétaires qu'on a évoquées tout à l'heure, qui ne coûtent pas plus cher qu'un écoquartier traditionnel et qui, plusieurs années après sa livraison, est considéré comme très agréable à vivre par ses habitants. C'est donc une amélioration de la qualité de vie du quotidien compatible avec les enjeux de l'Anthropocène. Alors, cette couverture de la Gazette des communes cet été, après la Smart City, place à la ville sobre. On pourrait dire aussi, face aux enjeux, maintenant qu'on sait ce qui nous arrive dans la figure, maintenant qu'on connaît les causes de l'Anthropocène, la Smart City, c'est forcément la ville sobre. D'ailleurs, il y a de nombreuses initiatives qui se développent sur les territoires. Je veux citer ce travail du PUCA et de l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, des collectivités qui mettent en œuvre concrètement des objectifs de sobriété foncière, territoriale, numérique, budgétaire, etc. et qui l'intègrent. On peut aussi citer les travaux de l'ADEME, qui a beaucoup réfléchi à ces questions et qui a publié récemment des rapports extrêmement inspirants pour les entreprises comme pour les territoires. Le SCOT du Grand Douaisis, qui a été basé avec un jeu ludique et pédagogique sur la sobriété énergétique, et elle se manifeste pour une frugalité heureuse et créative en architecture qui a été signée par des dizaines de milliers d'architectes, de maîtres d'œuvre, de constructeurs, un peu partout dans le monde. Et avec cet objectif, l'enjeu, c'est 2 fois plus de bien-être. D'abord le bien-être. La sobriété, ce n'est pas du renoncement. La sobriété peut aller avec une amélioration du cadre de vie et 2 fois moins de ressources. Il faut se montrer économe en énergie, en matériaux, en technicité et en territoire. Bien sûr, je dois parler un mot de sobriété numérique. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs du numérique qui sont ici, Vincent l'a rappelé à l'instant. Le numérique est un enjeu en soi de sobriété. On a présenté, on le fait moins maintenant, le numérique comme étant forcément vertueux au regard des objectifs de durabilité. On sait que ça n'est pas forcément le cas et tout l'enjeu, c'est le petit graphe qui est à droite. Calculons, mesurons. On a les outils aujourd'hui qui permettent, avant de décider de mettre en place telle ou telle solution digitale ou numérique, de calculer son analyse de cycle de vie globale sur les questions énergétiques, sur les questions de matières et de ressources, de matières premières et de ressources. Je remets quand même cette petite photo en bas. N'oublions pas que notre économie connectée a besoin de matériaux et terres rares dont l'extraction ne fait pas du bien aux écosystèmes là où on va les chercher. Ayons ça en tête dans une vision holistique. Je veux terminer avec 2 exemples. Un exemple d'acteurs économiques, je trouvais ça extrêmement intéressant, qui mettent en œuvre aujourd'hui la sobriété au quotidien. Ça, c'est une entreprise qui produit des vêtements. Des vêtements en France et en Europe, mais des vêtements qui ont vocation à lutter contre l'obsolescence programmée. Des vêtements dont l'objectif est qu'ils durent au moins 10 ans, que vous n'ayez pas à en racheter. La chef d'entreprise a eu ses propos récemment lors d'une conférence de presse de l'ADEME. Elle a dit, mais
Moi, dans mon entreprise, je suis arrivé à l'équilibre. J'ai mes clients, je rémunère correctement mes salariés, je me rémunère correctement. Pourquoi voudriez-vous que je me développe, que je croisse? Tout va bien. Et si d'autres veulent prendre mon concept, qu'ils le fassent. L'équilibre est certainement un objectif intéressant en matière économique pour être compatible avec les enjeux de l'Anthropocène. Je vais vous laisser avec cette réflexion pour la journée, cette journée intéressante de présentation. Dominique Méda, philosophe et sociologue. Finalement, la question de la sobriété, c'est certainement celle de la redéfinition de ce qu'on entend par prospérité. La prospérité d'une entreprise, d'un territoire, d'un foyer, d'une famille, a aujourd'hui, jusqu'ici, toujours été considérée comme d'abord une question d'opulence, d'accumulation de biens matériels. Mais des biens matériels, on en a un petit peu trop produit jusqu'ici et on a utilisé beaucoup de ressources pour le faire. Et donc la prospérité peut-être être à réinventer et au-delà d'une modernité échevelée, au cours de laquelle les humains ont cru qu'ils pourraient se passer même de la nature, il nous faut sans doute renouer avec certains idéaux du monde grec. Le sens de la mesure, de la limite, de l'insertion savamment calculée de nos actes dans la nature, la capacité à imiter la nature, à respecter ses rythmes, à faire de l'autarcie une valeur, à produire au plus juste. Si vous êtes intéressé pour poursuivre ces réflexions avec l'écosystème d'acteurs que j'ai présenté, contactez-nous, rejoignez France Ville Durable et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.